Travny ne voit pas ce qui saute aux yeux. Heidegger ne se concevait pas comme un antisémite. Pour lui, les clichés antisémites n'en étaient pas. Non seulement ce n'étaient pas des clichés, mais ils n'étaient pas antisémites. Il n'y a que la pensée juive qui sache pourquoi les idées antisémites sont fausses. Et autant que Heidegger, Travny l'ignore. Du coup, il tombe lui aussi dans le précipice. À propos du peuple élu, je l'ai montré, ou des juifs considérés comme un groupe social, nous dit-il, dans leur rapport à l'usure. Nouveau cliché. Toutes les études historiques sur l'interdiction du prêt, tout ça, je pourrais vous le développer, vous le prouver, vous le démontrer, vous l'apprendre pendant des heures, avec des références précises, intenses, subtiles, à des textes de millénaires de la pensée juive. Toutes les études historiques sur l'interdiction du prêt imposé aux chrétiens ne changeront rien au fait que les juifs ne sont pas un groupe social et que le judaïsme est la spiritualité, c'est ça dont je viens de dire que je pourrais vous le démontrer, par excellence de la gratuité et du don, à la source même de la charité en Occident, autoproclamée chrétienne pour mieux assourdir son origine. Ce que l'on appelle, et ce qui est très beau en soi, la charité chrétienne, son origine est intégralement, purement juive, dans la Bible même déjà, et dans tout le judaïsme. Sitôt qu'il évoque les juifs, Travny tourne à vide, laissant éclater sa profonde méconnaissance du judaïsme et des coutumes juives traditionnelles dans toute l'Europe de l'Est, où vivaient les plus nombreuses communautés juives, je vous le rappelle, au monde avant-guerre. Aussi se laisse-t-il littéralement ensorceler par les imbécilités que des juifs allemands comme le rabbin Prinz, Hannah Arendt ou Hermann Cohen, qu'il cite pour essayer d'étayer ces imbécilités à lui, ont pu sortir. Exemple, évoquant germanité et judéité de Hermann Cohen pour dédouaner Heidegger, en plus c'est toujours pour essayer de dédouaner Heidegger. Travny écrit « De même que les Allemands en général attribuèrent des propriétés aux Juifs, de même les Juifs attribuèrent des propriétés aux Allemands. » Ça c'est de Hermann Cohen. Je passe sur l'indigence philosophique d'une telle phrase. Travny ne comprend pas que Hermann Cohen ne spécule pas en juif, entre guillemets, mais en philosophe allemand issu de l'université allemande la plus traditionnelle, et en l'occurrence la plus cadavérique. En yiddish, les juifs allemands, et c'est pareil pour Hannah Arendt, je passe aussi sur le cas d'Hannah Arendt, qui n'est pas piqué des hannetons. En yiddish, les juifs allemands, assimilés au mode de vie moderne, étaient surnommés, avec humour mais sans agressivité, les Yeke, d'après leur jaquette, Jakette en allemand, parce qu'ils avaient adopté le veston occidental qu'ils arboraient et qui était si différent du caftan des juifs polonais ou ukrainiens. Mais ça pouvait être de très bons juifs, des gens très pieux, des gens étudiant la Torah, des gens de très bons juifs, comme on dirait. Mais les juifs athées, ayant abandonné la foi, les coutumes et le mode de pensée de leur père, on les surnommait en yiddish die Deutschen, les Allemands. Gershom Scholem et Martin Buber sont des Yeke. Mais Edmund Husserl ou Hannah Arendt et Hermann Cohen, dont Travny fait comme l'incarnation de la parole juive, sont des Deutschen, des Allemands, des Juifs déjudaïsés. Quand ils parlent, c'est plus la parole juive qui parle en eux. Ça peut être des génies, ça peut être des Freud, des Marx, des Einstein, pas des Kafka. Parce que Kafka, par son génie propre, il s'est ressourcé à la parole juive. Freud, non. Vous comprenez? C'est ça, être juif ou ne pas être juif. C'est questionner sur le mode du questionnement juif, c'est tout. Autre illustration de la rhétorique de Cowboy chez Travny. Quand Heidegger a parlé face à Jaspers d'une association internationale des juifs, il pouvait le faire en pensant à la diaspora. La désigner comme dangereuse trahit l'arrière-plan antisémite. Donc Peter Travny nous dit que lorsque Heidegger parle d'une association internationale des juifs, s'il ne pensait que la diaspora, c'est pas antisémite. Parce que la diaspora est une association internationale des juifs. C'est ce que va nous dire Travny. C'est dire qu'elle est dangereuse qui est antisémite. Nein, Herr Travny. La diaspora n'est en rien une association internationale de juifs. La diaspora est la désignation fautive, dans le mot à mot, on est dans la rhétorique de Cowboy, de l'exil des juifs. Diaspora veut dire dispersion en grec. De l'exil des juifs depuis le lieu géographique de leur source spirituelle. Elle recouvre en grec, donc en Cowboy, la manière dont leur spiritualité a surmonté cette dispersion en faisant de ce lieu purement spirituel, le temple de Jérusalem,
purement spirituelle depuis la destruction du Second Temple en 70 et jusqu'en 1948, création et recréation de l'État d'Israël, un axe de pensée, donc de 70 à 1948, un axe de pensée pour leur conception des rapports entre Dieu et les hommes. Au sens propre, la diaspora, pour les Juifs, la dispersion, ça ne s'applique qu'aux goyim, au sens propre aussi, c'est-à-dire aux nations, et eux-mêmes sont une nation parmi les nations. Goy Gadol, c'est la promesse de Dieu à Abraham, tu seras une grande nation. Donc l'idée moderne du Goy veut dire non-juif, ça n'existe pas dans la pensée juive. Goy veut dire nation, sans aucune acception péjorative. Et les enfants d'Israël sont une des nations parmi les autres nations. Le mot diaspora, ça s'applique aux nations dispersées après la destruction de la tour de Babel. Et comme on le sait, quand on a un petit peu étudié cet épisode biblique, la dispersion des Noachides après la construction et la destruction de la tour de Babel par Dieu est fondatrice de l'humanité. C'est l'éparpillement des langues, le mélange des langues. C'est à ça que s'appliquerait littéralement le mot diaspora, mais pas aux Juifs. Eux, les enfants d'Israël, ne sont pas dispersés, puisque leur seule terre, entre guillemets, c'est leur texte qu'ils emportent partout avec eux. C'est assez connu. S'il y a bien une chose qu'ils emportent partout avec eux, qui est comme leur monde, leur fondement essentiel et substantiel, c'est la Torah, leur texte, dans tous les pays du monde où ils ont été dispersés. Ils sont exilés, comme leur Dieu l'est de lui-même. Il est exilé de lui-même en lui-même, disait le texte de la mystique, depuis la destruction du Second Temple, en sa Shekhinah. Shekhinah de Shachan, résider, présence. La Shekhinah, c'est la part de Dieu, la présence de Dieu auprès de son peuple en exil, qui s'exile de lui-même, et qui est en même temps la fiancée du peuple d'Israël. C'est la présence mobile, aimante et souffrante auprès de son peuple persécuté. C'est comme ça que le judaïsme conçoit ce que c'est que l'exil des Juifs. Les Juifs assimilés, Hermann Cohen, Hannah Arendt et tous les autres, dont Travny cite les délires comme s'ils étaient paroles d'évangile, parce que paroles de Juifs. C'est comme ça qu'il fonctionne dans tout son essai. Hein. Pour montrer, tellement, je vous dis, il marche sur des œufs, il fait omelette antisémite sur omelette antisémite. Il cite Hermann Cohen, comme si le fait que ce soit Hermann Cohen, qui s'appelle Cohen et qui était juif, qui parle, qui va donner raison à son raisonnement. Ces Juifs-là n'ont plus rien qui les rattache à cette source spirituelle et par conséquent n'ont plus rien de commun entre eux. Rien de plus éloigné d'un capitaine Dreyfus qu'une Hannah Arendt, hormis peut-être ce que l'antisémitisme leur suscite, à savoir la haine de soi. Travny voit juste une fois, n'est pas coutume, quand il remarque que Heidegger n'envisage presque jamais qu'être juif désigne d'abord appartenir à une religion. Ceci est vrai non seulement pour les cahiers noirs, mais pour l'œuvre dans son ensemble, dit Travny. C'est pas faux. Le problème, c'est que le reproche vaut aussi bien pour Travny lui-même. Son analyse du prophétisme juif, non content de reprendre le cliché chrétien anti-judaïque des prophètes juifs persécutés par d'autres juifs. Il le dit tel quel, il le dit en toutes lettres. Il n'y a pas de prophètes juifs persécutés par d'autres juifs. Les prophètes, ce sont des phrases de livres qui s'appellent livres des prophètes. Il n'y a pas de juifs là-dedans. Ce sont des mots qui nous parlent. Elle montre son ignorance crasse en ce domaine. Et puis c'est un cliché, on le sait, néo-testamentaire. Les prophètes juifs ont été persécutés par d'autres juifs, comme le Christ est persécuté par les juifs. Le prophète biblique n'est pas davantage un devin qu'un journaliste. Il n'annonce pas davantage l'avenir qu'il ne parle de manière critique du présent, comme nous dit Travny, qui croit nous parler des prophètes hébraïques. Comme l'application forcée que Travny fait du récit narratif, son concept, au chemin de pensée de Heidegger, ne coïncide pas, ça ne peut pas fonctionner. Il est lui-même pris, très comiquement, d'un perpetuum mobile. Ce perpetuum mobile est d'autant plus comique que Travny reproche à Heidegger d'être coincé dans un kierkegaardien ou bien. Alors que c'est lui qui oscille en permanence entre le procès et l'acquittement. Commençant par réclamer, c'est pour ça d'ailleurs que les anti-heideggeriens français sont très en colère contre Travny, parce que Travny il dédouane Heidegger. C'est pas finalement son essai, Heidegger et l'antisémitisme. Il prend parti pour Heidegger, il finit par prendre parti pour Heidegger. Et par dire qu'à un certain moment, ça c'est fini, la contamination a cessé, on a fait une barrière hygiénique, et puis il a fini d'être antisémite. Le problème, c'est pas qu'il en veut à Heidegger, c'est qu'il ne pense pas. Aussi oscille-t-il en permanence entre le procès et l'acquittement, commençant par réclamer sa propre réfutation, avec plaisir, il demande avec plaisir, il dit je serais heureux qu'on me réfute.
de rien, puis démontrant à chaque ligne de son essai qu'il ne sait au fond quoi en penser, multipliant dès lors les « on peut se demander, est-il possible, certes, mais je suis d'avis que », recourant à chaque fois à des hypothèses brinque-ballantes, psychologiques ou académiques. Il semble que, il n'est pas invraisemblable que, il se peut que. On dirait qu'il parle pour Travny lorsque Heidegger évoque dans les Beiträge l'incompréhension de sa pensée. Personne ne comprend ce que je, entre guillemets, pense ici, à partir de la vérité de l'être. Et plus loin, personne ne comprend cela, parce que tous se contentent de vouloir expliquer de manière historisante ma, entre guillemets, tentative, et se réfèrent au passé qu'ils croient comprendre parce qu'il leur semble se trouver derrière eux. Le passé qu'ils croient comprendre parce qu'il se trouve derrière eux, parce qu'il leur semble se trouver derrière eux. Cette dernière phrase est essentielle. Ce que les entravés de la parole ne comprennent pas, ce à quoi du coup ils s'asservissent de toute leur force, c'est que l'hitlérisme n'est pas derrière eux, ni derrière nous. Il règne sur la planète comme dans leurs propres cervelles inquestionnantes. Travny n'a pas tort formellement lorsqu'il écrit que dans les carnets noirs, Heidegger inscrit la pensée de la race des juifs et des nationaux-socialistes dans l'histoire de l'être, dans l'histoire de la machination. Littéralement, c'est vrai. Et comment et pourquoi en serait-il autrement? Heidegger inscrit toute histoire, toute pensée, toute idéologie, tout art, toute poésie et tout ravage militaire, industriel ou économique dans l'histoire de l'être. L'histoire de l'être, c'est pas l'histoire au sens que ça a commencé en 1939, ça s'est arrêté en 1945. S'il n'a pas compris ça, il n'a pas de raison de ne pas y inscrire, entre guillemets, en plein nazisme, ce qu'il ignore être de purs préjugés ensorcelés. Même le football s'inscrit dans l'histoire de l'être, y compris le génie d'un Beckenbauer. Le génie, c'est le mot de Heidegger. Daesh, Boko Haram, les crimes des frères Kouachi et Koulibaly s'inscrivent dans l'histoire de l'être. Facebook et Twitter s'inscrivent dans l'histoire de l'être. Même l'existence d'une chose aussi cadavérique qu'un Martin Heidegger Institute à Wuppertal, dirigé par M. Travny, s'inscrit dans l'histoire de l'être. En un temps, écrit Heidegger dans l'introduction à la métaphysique, où le dernier petit coin du globe terrestre a été soumis à la domination de la technique et est devenu exploitable économiquement, où toute occurrence qu'on voudra, en tout lieu qu'on voudra, à tout moment qu'on voudra, est devenu accessible aussi vite qu'on voudra, et où l'on peut vivre simultanément un attentat contre un roi en France et un concert symphonique à Tokyo, lorsque le temps n'est plus que vitesse, instantanéité et simultanéité, et que le temps comme provenance a disparu de l'être-là de tous les peuples, lorsque le boxeur est considéré comme le grand homme d'un peuple et que le rassemblement en masse de millions d'hommes constitue un triomphe, alors vraiment à une telle époque la question « pour quel but ? Où allons-nous ? Et quoi ensuite ?» est toujours présente et à la façon d'un spectre traverse toute cette sorcellerie qui nous ramène à l'ensorcellement.